À l'origine de ce podcast, il y a des discussions entre amis. Il est comment ton père à toi ? Qu'est-ce qu'il t'a transmis ? Quel a été son rôle au sein de ta famille ? Était-il absent, présent, tendre ou violent, aimant ou indifférent ? Lorsque j'ai demandé à Marcella si elle était partante pour participer à mon podcast, elle a tout de suite dit oui. Elle a tout de suite accepté de me raconter l'histoire incroyable de son père, un guerrier chilien au début des années 70, fait prisonnier en 1973 par le régime d'Augusto Pinochet, puis exilé de force en France 3 ans plus tard. Ce faisant, elle m'a aussi décrit l'histoire de sa famille, ballottée au gré du temps et des événements politiques, entre 2 pays, entre 2 cultures, entre 2 chemins possibles. Son histoire m'a rappelé que les rapports que nous entretenons avec les membres de nos familles sont toujours complexes, toujours paradoxaux, mais que c'est bien en les interrogeant qu'on en extrait les manques et les besoins, et surtout, les clés pour améliorer les choses. Je suis Léa Aspect et je vous propose d'écouter le 3e épisode de Lettres au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. L'histoire que vous allez entendre nous emmène du Chili à la France, de la France au Chili. Encore une fois ici, c'est la grande histoire qui marque au fer la petite. Alors, mon père est né dans les années 50, en 52, à Lota, qui est une ville du centre-sud du Chili. Sa mère au foyer et un père mineur dans les mines de charbon. Donc, ce n'étaient pas les gens les plus misérables, puisqu'il y avait un salaire et puis tout le paternalisme des grandes entreprises de cette période-là. Donc, avec une maison eau courante, électricité, des parents qui n'étaient pas analphabètes, par exemple. Et il a donc grandi dans un quartier de classe ouvrière où la plupart des hommes donc travaillaient dans les mines. Bien ancré dans une culture très macho, d'ailleurs, très, très catholique et pratiquante. Mais il naît donc à une période où il y avait déjà eu des grands mouvements sociaux durant le siècle et qu'il y avait déjà une certaine ambiance donc, de questionnement, de remise en cause des inégalités sociales, par exemple. Donc il a commencé à se détacher déjà pendant l'adolescence de la religion et à s'engager politiquement un peu plus tard. À savoir, lui, à ses 18 ans, il y a donc une élection présidentielle au Chili avec Salvador Allende et une unité de gauche, donc une coalition de gauche qui allait de l'extrême gauche à la gauche modérée, où là, donc, la jeunesse de l'époque s'est impliquée complètement. Et lui, donc, à cette période-là, s'est inscrit dans le Parti socialiste. Pendant les 3 ans que dure l'unité populaire dirigée par Allende, le père de Marcella mène une vie très active, entre les cours qu'il suit dans une école d'ingénieurs, les leçons de mathématiques qu'il donne à Lota pour gagner sa vie et son engagement militant. Mais au début des années 70, les tensions politiques sont fortes et la voie chilienne vers le socialisme compromise. Et arrive donc le coup d'État de 1973. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras. Mon père avait 20 ans. En octobre, son 21e anniversaire, en fait, il le passe en prison. Il a été 3 ans détenu, avec tout ce que ça implique, à savoir torture. Il est passé par des centres clandestins de torture, par un stade, pour en arriver après à la prison, donc, où là, c'était un peu plus posé, on va dire, durant les 2 dernières années. J'ai jamais vraiment réussi à savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. En tout cas, officiellement, il a été détenu
puisque son groupe donc, politique, donc la section dans laquelle il était au sein des jeunesses socialistes, aurait donc planifié ce qu'on pouvait considérer un attentat en cas de coup d'État, puisque l'ambiance était très tendue. On savait qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait un coup d'État. Donc tout le monde est passé par la tôle, tout le monde a été torturé, la plupart ont été exilés par la suite. À savoir, après quelques années donc, de répression brutale, collective et massive, suite aussi à la pression internationale, hein, puisqu'il y a un moment où, dont les puissances occidentales se disent non mais là ça va un peu trop loin, on commence à fermer les prisons publiques et le régime militaire met en place un décret où on permute, même si légalement ce n'est pas une permutation, mais on permute une peine de prison par le bannissement en fait. On expulse la personne avec un passeport limité, avec un L, où on peut circuler dans tous les pays sauf pour circuler et entrer sur le territoire chilien. Entre-temps, mon père, donc, qui était donc, à ce moment en prison, donc en tôle, un peu plus en sécurité de ce qui étaient les conditions de détention dans les prisons clandestines avant, a fait la rencontre donc, de ma mère. Ma mère allait visiter son frère en prison. Ma mère est issue aussi d'une famille de classe ouvrière, une famille où les hommes militaient au Parti communiste et les femmes soutenaient. Et donc cette rencontre entre fortuite et un peu hasardeuse, puisque les deux ne se connaissaient pas, s'est transformée en mariage, enfant et vie en exil, puisque comme mon père est expulsé, donc il y a eu un tribunal militaire, alors sans avocat, voilà, aucune garantie pour les personnes qui étaient jugées. Donc quand le verdict tombe, il décide de proposer à cette fille dont il était tombé amoureux et qu'il voyait de temps en temps en parlant dans l'immense cour où les prisonniers pouvaient voir leur famille, il lui propose de partir et elle lui dit mais comment ? Bon, il faut qu'on se marie. Donc les deux se marient du jour au lendemain. Et mon père est donc expulsé en septembre et ma mère arrive en France en décembre de 1976. Et moi je nais donc 9 mois après, pile poil, en septembre. C'est vraiment un scénario de film où deux personnes qui ne se connaissent pas décident donc d'entreprendre une vie ensemble. Mais ce sont les amours de guerre en fait, dans des contextes aussi marqués par l'instabilité, la violence, le fait qu'on vive au jour le jour, qu'on ne peut rien trop prévoir, fait qu'il y a des décisions assez drastiques qui sont prises. Et puis bon, c'est la jeunesse aussi, hein, c'est deux personnes qui ont 23 ans, qui étaient plongées dans une société qui vivait un espèce de rêve utopique et qui s'en prend plein la gueule par la suite, brusquement. Et à ce moment-là, oui, la décision est prise sans trop y réfléchir. Moi, j'ai souvent dit à ma mère, mais tu étais complètement folle, comment tu pars, tu laisses tout, en plus, fin des années 70, traverser la planète, prendre un avion, qu'est-ce que tu aurais fait si lui ne t'attendait pas, tu vois, tu ne le connais pas, tu arrives en France, il n'est pas là. Mais voilà, c'est la décision qui avait été prise dans ce contexte-là, en fait. Donc, foyer pour réfugiés. J'ai su récemment que mon père avait été au tout début dans un foyer en banlieue parisienne et ensuite donc en Eure-et-Loire, donc périphérie de banlieue parisienne,
dans une petite ville qui s'appelle Châteaudun. Donc quand ma mère arrive, c'est ce foyer qui est plus pour famille, puisque le foyer où il était arrivé était plutôt pour des hommes seuls, où il y a un certain nombre de familles chiliennes. Donc la première période de l'exil, c'est vraiment la sensation que c'est passager. Que l'année suivante, la dictature va tomber et on rentrera au pays. Malgré les espoirs, l'exil se prolonge et la famille s'installe à Dreux. Marcella m'a raconté comment s'est organisée à cette époque la vie de son père en France, entre son engagement pour le Chili et son travail. On avait discuté avec mon père en disant non, il faut aller sur Paris, continuer les études. Mais lui s'est retrouvé à être père quasiment tout de suite, avec une femme qu'il ne connaissait pas, avec tous les traumas de torture et compagnie. Donc son urgence était de trouver du travail, donc il a commencé à bosser à l'usine. Et mon père donc travaillait beaucoup. Déjà dans les années 80, c'était le passage au numérique déjà en fait. Donc lui a commencé à se spécialiser là-dedans très tôt, on va dire. Donc je pense qu'il y avait une partie donc, consacrée à la vie pro, une autre partie, le militantisme. Et comme il n'y avait pas d'activité de solidarité envers le Chili à Dreux, qui était la ville où on a habité, lui était souvent absent en fait, puisqu'il y avait des réunions à droite et à gauche, à Paris, mais pas que. Et on savait très peu aussi ce qu'il faisait, où il était. Il y avait des réunions à l'international aussi entre camarades chiliens, mais aussi des négociations avec des groupes politiques d'ici pour organiser la solidarité avec le Chili. Mon père a fait des milliers et des milliers de kilomètres, il a toujours beaucoup, beaucoup conduit. Et par la suite, j'ai su par la suite qu'il transportait aussi des dirigeants ici et là pour des réunions. Bien qu'il soit très impliqué dans son travail et engagé dans la vie politique du Chili à l'étranger, le père de Marcella reste pour elle un parent présent pendant toute son enfance. Il faisait quand même beaucoup de choses avec nous. J'ai des souvenirs d'aller à la pêche, un petit étang qui était dans le coin, d'être sur un tabouret en train de regarder le moteur de la voiture et qu'il m'explique. Donc aller à la piscine. Je me souviens que oui, il avait eu une période où il a beaucoup développé des photos parce que il s'était acheté un appareil, donc faire des photos en noir et blanc et la salle de bain fermée. Moi je voulais y être, il me disait mais non t'es encore trop petite, mais je vais t'apprendre après. Ou le piano, il me faisait jouer au piano et d'apprendre à jouer l'international parce que comme ça il pouvait m'enregistrer sur une cassette et l'envoyer à sa famille, ce qui finalement était pas très... C'était un peu risqué quand même, mais bon, on supposait que les cassettes n'allaient pas être écoutées. Et puis, je pense que moi, je n'ai pas ressenti tellement ce père absent, c'est que parfois aussi, comme j'étais donc l'aînée, il y a mon frère qui est né 3 ans après, moi il m'emmenait parfois à certaines réunions à Paris, où je rencontrais aussi d'autres enfants. Il y avait souvent des compagnies, là, donc des femmes camarades qui s'occupaient des gamins. Il y avait des activités, c'était surtout organisé par exemple des conférences, des concerts, des groupes de danse qui venaient, des discours, voilà, des rencontres. Donc j'ai des beaux souvenirs de journées comme ça où j'étais avec plein d'autres gamins et des adultes qui discutaient des trucs sérieux et nous dans toute cette atmosphère-là en fait. Ce militantisme joyeux, qui marque encore aujourd'hui Marcella dans sa propre pratique de l'engagement, ne l'a pas empêchée d'être déterminée aussi par les douleurs de l'exil, de la dictature et de la torture. Ces questions, présentes dès son enfance, l'ont incitée à consacrer sa thèse de doctorat aux femmes de l'exil chilien. Lors de notre entretien, nous avons parlé de la gestion des traumatismes chez les femmes et les hommes victimes de la dictature. Je pense que j'ai eu conscience très tôt du mal, en fait. Du pire et du meilleur de l'humain, on va dire.
Et je savais que mon père était donc passé par la prison, mais on n'en parlait pas explicitement. Et une seule fois, mon père a fait un commentaire. Je devais avoir aussi 8-9 ans, et c'était sur le ton de la blague. On déjeunait donc dans la cuisine, un jour comme un autre, où il était question de dentiste, où lui tout d'un coup dit « Ah oui », donc en espagnol, parce qu'il parlait, on mélangeait souvent, mes parents me parlaient souvent en espagnol, nous, avec mon frère on parlait en français, mais bon. C'était vraiment idiot de ma part. Quelques jours avant d'être détenue, j'étais allée chez le dentiste et on m'avait arraché une dent de sagesse, et ces connards, donc la gégène, c'était par là, quoi. Parce que quand on enlève une dent, évidemment, la gencive... Et il éclate de rire et il change le sujet. Et moi, j'étais là, mon assiette, ma fourchette, 8-9 ans, et je me dis, quoi? Et c'est le seul moment où il en a parlé. Plus jamais, en fait, je pense qu'on n'en a plus jamais parlé directement de ce que lui, il a subi. Et je le sais parce que justement, j'ai, pour ma part, donc travaillé cette question et fait des entretiens avec beaucoup de personnes. Je me suis documentée, donc je sais toutes les techniques qui ont été utilisées et je sais par ce qu'il a passé, quoi. Mais nous, on n'en a jamais parlé directement. Les femmes en parlaient entre elles, peut-être, davantage, et plus dans la tristesse, justement, et dans le soin de savoir, mais je vais dire des atrocités, hein. Je sais que c'est un peu dur quand je parle de ce genre de sujet. Nieves, elle, par exemple, elle a été violée par un chien, tu vois. Elles vont en parler entre elles, et si Nieves n'en parle pas directement, on l'a su d'une manière ou d'une autre. Il y a plus l'aspect de consolation, je pense aussi. Les hommes, quand ils en parlent, ça va être plus sur le ton de la blague, de l'humour noir, en fait. Et donc c'est une autre stratégie de surmonter quelque chose, mais finalement on n'en parle pas directement. Et il y a moins cet aspect justement de consolation. Et je pense que la consolation, elle est liée aux soins, justement. Un père, il te console. Si je pense à mon histoire perso, mon père m'a peut-être consolée si je suis tombée du vélo et j'étais blessée. Mais il n'allait pas me consoler parce que j'étais triste, puisque je m'étais fâchée avec une copine ou avec un copain. Donc oui, c'est lié à cette question du soin. Je pense que les pères prennent soin, mais d'une autre manière. Et les hommes entre eux, quand on parle de souffrance, parfois peuvent en parler, mais ça sera moins dans cette logique du soin et de la consolation, quoi. Le 5 octobre 1988, Pinochet est chassé du pouvoir par référendum et les exilés sont enfin autorisés à rentrer au Chili. Comme la famille de Marcela, 30 à 40% des réfugiés chiliens en France choisissent le retour. Mais au Chili, l'adaptation sera lente et difficile. Donc mon père avait l'interdiction du territoire chilien, de vivre et d'entrer sur le territoire chilien. Et donc en 88, le nom de mon père apparaît sur le journal officiel. Je me rappelle bien, puisque c'était une sensation très étrange pour moi. Je voyais mes parents en train de discuter de ça, et je sentais que c'était quelque chose de très solennel. Donc on parlait toujours du Chili, la dictature et tout, mais quelque part je n'avais pas réalisé qu'on allait vivre là-bas un jour. Et donc la décision, elle a été prise très rapidement, en fait. Quelques mois après, on était au Chili. C'était quelque part aussi un devoir de rentrer, pour le côté politique. Et puis, comme ce n'était pas du tout une décision, mais une expulsion, pour lui, je pense, quelque part, c'était réparateur et il voulait rentrer absolument. Et quand on est allé vivre là-bas, là, il y a beaucoup de choses qui
qui se sont passées. Pour eux, finalement, c'était une réadaptation. Le pays avait changé, c'était un pays en dictature encore. Pour nous, c'était qu'est-ce qu'on fait là, comment on s'adapte, voir les contrastes. Il y avait encore la peur, les militaires dans les rues. Mon père était suivi. Par exemple, on ne pouvait pas sortir. On a vécu chez nos grands-parents au début. On ne pouvait pas aller à l'école seul. Au coin de la rue, il y avait une bagnole banalisée. Tout début, on n'avait pas de voiture, donc on allait en bus à une autre ville, donc la grande ville. Et donc on avait des instructions. On savait très bien que, comme il y avait des contrôles policiers de temps en temps, chaque fois qu'il y avait des flics, mon père s'éloignait, donc on ne devait pas s'en approcher, et que après le contrôle fait, il fallait attendre que les flics descendent du bus pour pouvoir à nouveau discuter. Et les consignes étaient, si on embarque, vous continuez dans le bus. Voilà. Ou si je ne suis pas là à la sortie de l'école, vous allez à telle adresse. Il n'a pas pu trouver de travail puisque lui c'était donc spécialisé dans quelque chose qui était très peu développé. Et au Chili, le seul endroit qui était équipé donc avec tout le système passé au numérique, des machines et compagnie, c'était à la marine en fait. Et avec ses antécédents politiques, non seulement lui n'était pas prêt à le faire, mais il n'allait jamais être embauché. Donc il a fait comme pas mal de gens, essayer de monter sa propre boîte et son atelier donc, pour faire des... j'ai oublié comment on dit ça en français, tiens c'est marrant. Pour faire des pièces en fait, pour des grosses boîtes aussi. Et au début, c'était aussi beaucoup avec les mines de charbon. Il revient dans sa petite ville, donc une ville qui est donc marquée par la pauvreté, qui est marquée aussi par ce fort sexisme. Donc son atelier, il l'avait dans cette ville-là, et nous on habitait dans la ville de ma mère. Donc ce sont des villes qui sont à 60-70 km de distance. Je crois que c'est là surtout où j'ai plus ressenti son absence, parce que là il était beaucoup plus absent. Il revient donc avec cet espoir de continuer à faire des choses là-bas. Professionnellement, donc, il s'en sort très mal en fait. Il fait faillite très peu de temps après. Les mines de charbon sont fermées pendant les années 90. Et puis là aussi, il y a des gros soucis conjugaux qui explosent vraiment. Ma mère qui avait sa vie en France avec des amitiés ici et là commence à être plus contrôlée par mon père, alors que mon père fait sa vie dans une autre ville quasiment. Donc là, elle est très peu présente. En fait, c'était la même chose qu'ici, je pense. Mais c'était plus marqué parce que le contexte était différent et que je pense que là j'ai senti qu'il s'est détaché de ses responsabilités familiales et en même temps, ils vont passer à l'adolescence. Et puis aussi, un peu abusé de son pouvoir, à savoir, il fallait être à sa disposition. C'est-à-dire qu'il revenait le week-end, il fallait être là, à la maison, quand lui venait, mais on ne savait jamais quand il allait venir. Donc, période sans portable et tout ça. Donc, et puis, à devenir très, très strict sur les sorties, sur les fréquentations. Et puis là, mes parents finissent par se séparer, justement, puisque les conflits sont trop forts. Et en analysant un peu tout ça, la distance du temps et tout, c'est que finalement, si les deux s'étaient rencontrés à un autre moment, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Ce sont des personnes très très différentes en fait. Donc tout s'est articulé dans ce contexte-là, politique, historique. Oui, mon père est toujours quelqu'un qui aurait souhaité une ascension sociale. Il donne beaucoup d'importance justement au statut pro, à l'argent, alors que ma mère est tout le contraire. C'est une personne très très sobre, très humble aussi, et beaucoup plus ouverte sur les questions de société, comme on dit que mon père, par exemple. Mais ça n'a pas posé problème pendant la première période, puisque justement c'était un amour de guerre et il y avait une lutte en commun. Et c'est un peu comme si en rentrant au Chili, il n'y avait plus la même lutte, je dirais.
Et là, il rebondit en candidatant c'était une fondation en fait, un lycée professionnel, et donc pour former des bons techniciens donc dans l'industrie. Et donc lui candidate pour un poste de prof de mécanique. Et justement, le fait qu'ils connaissent toutes les machines en version numérique, cette expérience-là, il y en avait très peu qui l'avaient là-bas. Et donc il a été recruté. Et je pense que pour lui, c'était une grande fierté aussi de devenir prof. Mon père a un caractère très fort. Et je dirais aussi, c'est un personnage très contradictoire puisqu'il est très autoritaire, très dominant. Et moi je dis souvent patron de fondo, donc propriétaire terrien. Voilà, c'est vraiment cette attitude-là qui est présente chez lui. C'est aussi quelqu'un de très généreux. Et donc lui peut se plier en quatre pour rendre service à tout le monde. Ça a toujours été le cas en fait. Donc oui, des grosses qualités et des gros défauts. Et je pense parmi ces qualités, c'est surtout un battant, quoi. Mais ça, c'est aussi un trait que je retrouve dans sa famille à lui, c'est qu'on se plaint jamais. Et on se plaint, mais en même temps, on n'est pas triste. On se laisse pas abattre en fait. On est quand même le centre de l'univers, parce qu'il y a un sacré ego. Donc ouais, j'ai mal au doigt, c'est horrible, voilà, le pauvre chéri, mais en même temps, on y va, on continue. Si Marcella reconnaît et admire l'engagement et la ténacité de son père, la suite de nos entretiens a laissé entrevoir des rapports filiaux beaucoup plus complexes et douloureux. Moi, je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup de sa vie avec une prise de distance, mais ma relation avec mon père est catastrophique. Moi, il m'a fait peur. Mon père était quelqu'un qui faisait peur à mes amis, ça c'est clair. C'était, il y a le père de Marcella ce week-end, tu vois, on va pas chez elle. Et en même temps, oui, en discutant avec lui, après, ça peut aller. Mais on sait très bien qu'il a une voix. Moi, j'ai très longtemps eu très très peur de ces excès de colère, tu vois. Rien que pour savoir. Et mon père est vraiment quelqu'un qui, à la fois, peut être admirable et détestable. Donc non, j'ai eu vraiment des gros conflits avec mon père tout le temps. À partir de l'adolescence, je vais dire. L'enfance, c'était quand même différent. Mais à partir de l'adolescence, il était violent aussi. Donc verbalement et physiquement aussi. En particulier pendant l'adolescence. Avec ma mère, il n'a pas eu de violence physique à proprement parler. Mais oui, ce qu'elle me disait, ça pouvait lui arriver de donner un coup de poing sur le mur. Donc ce sont aussi des actes de violence physique. En fait, c'est la crainte qui est là, que ça dérape à n'importe quel moment. Donc quand on était enfant, ça lui arrivait de nous frapper ou surtout nous engueuler très 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 fort. Et puis l'adolescence était quand même plus violent que ça. Et donc moi je me souviens d'une fois être arrivée à... Je devais avoir 18-19 ans, je n'étais pas non plus toute gamine. Donc à 2h du mat, j'étais chez une copine. J'étais celle souvent qui avait le moins la permission pour sortir le soir. Et oui, il m'avait frappée et finalement, j'avais plein de bleus sur les bras, notamment. Et ensuite, ma mère m'a vue. Moi, j'étais en t-shirt. Et bon, on a pleuré ensemble. Après, mais ma tante était là, donc la sœur de ma mère, et qui lui dit, mais tu vas tolérer ça. Et ma mère m'avait dit de mettre des manches longues, et je lui ai dit, non. Si on me demande, je le dirais, quoi. Et je pense que ça a beaucoup... contribué à que ma mère me dise non, là, ça va trop loin, en fait. À ce moment-là de la discussion, j'ai interrogé Marcella sur ce qui lui avait manqué dans sa relation avec son père. De ne pas avoir peur, en fait. De la réaction qui peut être trop explosif
du côté d'un père qui reproduit la violence qu'il a subie finalement. Puisque... Alors ça ne justifie en rien, ça ne relativise en rien. Mais mon père a aussi été maltraité lorsqu'il était enfant, a été torturé par la suite. En tant qu'adulte, je comprends qu'il n'a fait que reproduire en fait ce qu'on attendait de lui. Oui, il y a beaucoup de réactions qui sont basées sur la peur de sa part. Lui a une méfiance extrême des hommes. Et quand je dis des hommes, c'est l'humain, mais c'est surtout des hommes. Cette expérience donc, de torture politique, quoi. Surtout quand tu as quelqu'un qui va dire « Ah, je m'en sors tout seul » et qui n'en a pas parlé finalement. Jamais. En ayant compris la mécanique de l'horreur, en fait, de comment on détruit l'humain, en fait. C'est ça la torture, en fait. Ce n'est pas que le fait de frapper une personne et de la douleur physique, c'est vraiment vouloir la réduire à sous-personne. Et je pense que cette blessure-là, elle ne cicatrise jamais. Surtout que mon père fait partie de ces gens qui n'ont jamais voulu avoir de suivi psy. En arrivant en France, ça lui a été proposé, donc il est allé voir un psychiatre et qui, à part lui donner des médocs, n'a pas proposé de thérapie. Donc mon père s'est retrouvé sous l'effet de médocs hyper forts et s'est dit mais non, je peux pas, tu vois, il faut que je fonctionne ici, je peux pas prendre des médocs pour dormir, pour être fonctionnel. Voilà, il était sous l'état d'un zombie, donc il s'est dit non mais ce sont des conneries, moi je peux m'en sortir sans. Et jusqu'à présent il a ce discours là en fait de les psys ça ne sert à rien, moi je m'en suis sortie tout seul, et t'es là, écoute, tu peux toujours pas dormir avec la porte fermée parce que il y a des craintes qui sont restées et des angoisses, donc évidemment, tu t'en es pas sorti. À la fin de notre entretien, j'ai demandé à Marcella ce qu'elle souhaiterait dire à son père si seulement elle le pouvait. Mais plutôt que ce qu'elle aimerait lui dire, c'est ce qu'elle souhaiterait entendre qui est ressorti en premier. J'aimerais qu'il reconnaisse en fait ses erreurs. C'est quelqu'un qui ne va jamais assumer, accepter de s'être trompé. Ce qui est énorme quand même. Je pense que... Et d'ailleurs, le dire, elle nous aide beaucoup. Tout le monde se trompe. Personne n'est infaillible. On commet des erreurs. On demande pardon, on essaye de faire au mieux. Voilà. Je pense que quelque part, transmettre cette tristesse, cette grande blessure qu'il a vécue, pour moi, ce serait plutôt signe de force que de vulnérabilité. Mais voilà, pour lui, ça, ce n'est pas possible puisque sa vérité passe avant tout. Et puis aussi lui dire que oui, que je l'aime malgré tout ce qu'il a fait. J'ai conscience que ma naissance l'a fait renaître lui, parce qu'il sortait d'un contexte... il sortait donc de prison, littéralement. Et ma mère était donc tombée enceinte sans que ça soit planifié. Mon père ne voulait pas que je naisse. Il avait très peur. Il pensait, alors, faussement, évidemment, mais en ayant
subi tout ce qu'il a donc dû encaisser, il pensait que j'allais naître déformée, sans organes ou que sais-je. Puisque, voilà, tout ce que lui avait traversé comme épreuve au travers de la torture. Et quelque part, ma naissance a permis qu'il revive et qu'il reprenne en fait de l'élan dans sa vie et qu'il ne se permette pas justement de baisser les bras. Chez chacun et chacune, il y a la figure publique, celle que l'on assume face aux autres, que l'on porte dans le monde. Et puis il y a la figure privée, interne, familiale, qui s'autorise à être plus sombre, plus dure et plus injuste. Les pères, première figure de pouvoir au sein des familles, se permettent parfois dans l'intimité du foyer des comportements qui peuvent être questionnables, voire même inacceptables. Ici, selon les mots de Marcela, patronne del fondo, propriétaire terrien. La famille devient objet que l'on possède, sur lequel on projette ses frustrations, ses colères, la violence enfuie, subie elle-même dans un contexte familial ou comme ici dans celui d'une dictature politique. Le régime d'Augusto Pinochet a fait plus de 3200 morts, 38 000 torturés et des centaines de disparus. Le père de Marcela a vécu des atrocités que l'on ne peut nommer qu'avec peine. Ces dernières lui ont laissé de profondes cicatrices qu'aucune de ses expériences de vie ne lui a permis par la suite de guérir complètement. Sa vie de famille, pourtant, lui a donné un nouveau souffle, une force vitale, nécessaire pour rester debout, pour militer, encore et toujours, pour le monde dans lequel il croyait. Mais cette dernière a aussi subi à travers lui le coup de la grande histoire et les répercussions d'une violence inouïe. Mais comment faire alors ? Comment faire pour que les pères ne projettent pas la violence qu'ils ont pu vivre sur celles et ceux qui sont sous leur responsabilité ? Comment faire aussi pour qu'ils reconnaissent leurs erreurs, qu'ils demandent pardon lorsqu'ils se trompent, lorsqu'ils font du mal ? Au fond, il ne s'agit peut-être pas tant de vouloir éradiquer la violence, peine perdue, mais plutôt de chercher collectivement une manière de ne pas la transmettre au sein des familles. Si nous ne nous posons pas la question maintenant, nous n'arriverons à rien. Je pense que oui, tout ce qu'on a pu un peu échanger, tout ce que j'ai dit plutôt, si on prend quelques extraits, ça peut sonner comme si je me référais à des personnes différentes, quelque part. Et donc de retrouver tout ça chez une personne, c'est un peu étrange. Et je crois que la relation avec un père, comme beaucoup de relations, elle est marquée par de grandes contradictions. Et que finalement, oui, comment expliquer qu'on puisse aimer quelqu'un qui à la fois t'a fait du mal et à la fois t'aime d'une manière aussi inconditionnelle. C'est quand même, rempli de contradictions et c'est à la fois triste et c'est à la fois beau, je pense. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Lettres au Père. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père.